Bienvenue à ce premier entretien organisé par Cité sur le thème du Covid-19 au regard de la transition écologique. Je suis Elina Crane, étudiante à la maîtrise à l'ESG-UQAM en responsabilité sociale et environnementale, où j'ai la chance d'être supervisée par Cécile Bull, qui sera notre intervenante d'aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais quand même prendre quelques instants pour vous présenter l'association Cité et le projet en fait derrière tous ces entretiens qu'on va lancer. Donc, Cité, c'est la coalition interdisciplinaire pour une transition écologique et nous sommes une toute jeune association de l'UQAM qui a pour vocation de rassembler tous les étudiantes et étudiants autour des enjeux de la transition écologique afin de premièrement représenter l'UQAM, mais aussi d'être vraiment un point de ralliement de toutes les personnes qui s'intéressent à ces enjeux et qui veulent être un vrai acteur dans ce changement à l'intérieur de l'UQAM. Mais aussi, et c'est là notre mission un peu plus audacieuse, nous souhaitons vraiment influencer la pédagogie de notre université et faire en sorte que la transition écologique et l'environnement soient au cœur de l'apprentissage que nous recevons. Comme je l'ai dit, Cité, cette association, elle est toute jeune. Donc, je vais en profiter aussi de faire un petit peu de promo. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de se construire. Nous avons besoin de nombreuses personnes de prêter main forte et aussi de bâtir tout ça ensemble et donner un visage à cette association. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite de nous rejoindre et surtout, n'hésitez pas d'envoyer un message et on sera plus que ravis de discuter avec vous. Donc, vu la situation actuelle, on a quand même trouvé pertinent de lancer cette série d'entretiens sur le Covid-19 au regard de la transition écologique. Et pendant plusieurs semaines, nous allons donc entretenir avec des professeurs, avec des chercheurs, avec des professionnels ou toute autre personne qui aurait une expertise particulière. Et l'objectif de ces entretiens, c'est vraiment d'apporter des éclairages multidisciplinaires et complémentaires sur la crise que nous traversons et sur le monde que nous pourrions en fait faire émerger demain. Et le format est tout simple en fait. Donc, un membre, aujourd'hui c'est moi, va discuter et poser des premières questions pendant une trentaine de minutes. Et ensuite, 30 à 45 minutes sont dédiées à la réponse live des questions qui sont posées par la communauté. La communauté, c'est vous. Donc, c'est pour ça que vous, surtout, n'oubliez pas vraiment de poser toutes vos questions ici dans le chat. Et tous les commentaires, mettez-les dans le chat et on va les répondre dans la deuxième partie. Donc, on va commencer avec notre entretien aujourd'hui avec Cécile. Donc, aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de l'empreinte environnementale, de chaînes d'approvisionnement, d'analyse cycle de vie. Et pour cela, on a vraiment la chance d'accueillir la professeure Cécile Bull. Donc, Cécile, bienvenue. Merci. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es professeure à l'UQAM. Tu es co-titulaire de la chaire internationale sur le cycle de vie, aussi appelée le CIREG. Tu es experte en immobilier durable et en analyse de cycle de vie des impacts environnementaux. Tu es également coordinatrice du programme Boussole de la transition et co-responsable de l'axe évaluation, conception et intégration du CIROD. Cécile, je commence tout simple. Comment ça va? Et comment tu te sens? Tu es dans quel état d'esprit? Alors, comment ça va? Moi, ça va très, très, très bien. Je m'estime très, 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 très privilégiée au travers de toute cette crise-là. Je suis en famille, je suis dans un endroit merveilleux, je suis dans la forêt. Donc, tout va bien. Je suis inquiète pour plein de raisons, comme tout le monde, mais tout va bien.
Super. Donc, cette semaine, il y a aussi la planète qui se mobilise, donc à travers tout le monde pour l'action climatique. Mais en même temps, comme tu l'as dit, nous vivons vraiment une crise de santé publique et c'est une période qui est plutôt instable et incertaine, qui est vécue par tout le monde, en fait, différemment. Et la lumière, en fait, au bout du tunnel est hors de vue dans la crise actuelle, engendrée par cette crise de coronavirus. Mais il est aussi difficile, même impossible, d'évaluer la largeur des impacts qui en découleront. Donc, de manière générale, je vais te poser la question, quelles sont, selon toi, les potentielles leçons que nous pouvons tirer de cette crise? Alors, tu parles de tunnel et de lumière au bout du tunnel. Moi, je vois beaucoup de lumière en ce moment, en fait. C'est certain que c'est une crise qui est grave. C'est certain qu'il y a beaucoup d'enjeux. C'est certain qu'il y a énormément de gens qui sont en grande difficulté, qui ont beaucoup d'anxiété, qu'on vit quelque chose que l'on n'a jamais vécu. Mais moi, je trouve ça merveilleux de voir toute la solidarité qui se développe au travers de tout ça, la créativité, toutes les façons innovantes que l'on a de rester ensemble tout en étant séparés. Donc moi, je vois beaucoup de choses. On est en train de réinventer énormément de choses en ce moment. Puis moi, c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir au travers de tout ça. Donc je pense que c'est quelque chose de difficile, mais on est tous en train d'apprendre énormément à travers ça. Et puis j'aime regarder le côté plus lumineux de l'humain qui ressort de tout ça. Ouais, ça, c'est ma perspective. Moi, je suis une incorrigible optimiste. Mais c'est super de voir qu'en fait, une experte, et toi tu es experte en analyse cycle de vie, qui est aussi appelée ACV tout court, parce que toujours dire analyse cycle de vie, c'est bien d'avoir une petite abréviation. Mais pourtant, en fait, dans toute cette situation, l'ACV, c'est quoi le rôle que l'ACV peut jouer dans cette crise? Mais aussi, peut-être de rappeler, c'est quoi l'ACV en fait? Alors, je vais tout de suite baisser les attentes. Je ne pense pas que l'analyse de cycle de vie puisse jouer un rôle dans cette crise. Ce n'est pas le bon outil pour le bon moment. Et je pense qu'en ce moment, on a besoin d'autre chose que de l'analyse de cycle de vie. On a besoin de gérer une crise qui est une crise sanitaire. Et ce n'est absolument pas mon idée d'aller parler d'analyse de cycle de vie pour ce qui se passe en ce moment. Par contre, je pense que l'analyse de cycle de vie, donc pour répondre à ta deuxième question avant la première, l'analyse de cycle de vie, donc c'est le fait d'aller regarder l'ensemble des conséquences environnementales d'un produit, d'un service, de nos différents choix de consommation sur l'ensemble du cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, en tenant compte de toutes les conséquences environnementales. On parle beaucoup de changement climatique, mais on va regarder aussi toutes sortes d'autres enjeux, l'épuisement des ressources, l'acidification, la toxicité, et ainsi de suite. Et c'est l'analyse de cycle de vie. Moi, j'aime bien parler de cette perception que l'on a qui est souvent un peu biaisée de la réalité des conséquences environnementales, et l'analyse de cycle de vie donne une direction par rapport à quels sont les vrais enjeux. C'est un peu comme si on voyait la pointe d'un iceberg et que l'analyse de cycle de vie nous permet de révéler tout le reste. C'est-à-dire que souvent, en tant que décideur ou en tant que consommateur, on va faire des choix basés sur nos perceptions. L'analyse de cycle de vie permet de faire des choix basés sur une compréhension rationnelle de l'ensemble du système et des enjeux environnementaux qui y sont associés. Peut-être un petit parallèle que Sang-Won Soo, qui est un expert en analyse de cycle de vie en Californie, a fait et que je trouve très intéressant, c'est la question de la quantification pour éclairer la prise de décision. Puis il disait, en ce moment, on a un gros enjeu, c'est la question d'être capable de bien cerner quel est l'enjeu en termes de la Covid-19 et de faire suffisamment de tests pour pouvoir comprendre. Puis souvent, en analyse de cycle de vie, on dit ce que l'on peut quantifier, on arrive à mieux le gérer. Et je pense que c'est l'un des enjeux qui ressort aussi de cette crise-là. Donc, j'avais bien aimé ce petit éclairage qu'il avait apporté par rapport à ça. C'est certain que le fait de comprendre, ça permet d'avoir un éclairage plus rationnel, et c'est vrai dans la crise actuelle. Puis c'est vrai dans une autre crise qui est une crise qui est là depuis plus longtemps, qui est notre crise climatique et une crise environnementale en général.
l'idée d'avoir des outils scientifiques, rationnels pour éclairer la prise de décision, je pense que c'est quelque chose qui est important. Je parlais de la lumière que je vois dans cette crise-là. Une des lumières que je vois, c'est l'importance que l'on donne en ce moment à la voix des scientifiques, et je trouve ça très important. Je trouve que c'est quelque chose qui, d'un seul coup, on écoute et on suit les recommandations des scientifiques. C'est quelque chose qui a, au cœur d'une époque où on est beaucoup dans le scepticisme par rapport à la science, beaucoup dans la pseudo-science et dans les fake news. C'est quelque chose qui me rassure beaucoup de voir d'un seul coup la place que prend le discours scientifique aussi au cœur de tout ce qui est véhiculé. Donc, voilà. Ah, c'est super qu'en fait, oui, maintenant, il y a le lien avec les experts et la lumière qui est mise en fait sur éclairer l'information aussi, mais aussi plus en lien peut-être avec ton champ d'expertise en analyse cycle de vie. Tes premières réflexions quand tu as vu cette crise en lien avec l'ACV directement, est-ce que tu as vu qu'il y aura peut-être des changements qui vont être amenés à cet outil ou des enjeux qui sont directement liés à l'ACV ou vraiment des potentielles analyses qui risquent d'être apportées par cette crise à cet outil? Alors, c'est certain que on est en train de vivre un grand changement et puis un grand changement de société. Et probablement, une des choses qui va beaucoup changer, c'est nos modes de consommation. Je pense qu'en ce moment, on est en train de se rapprocher vraiment de l'essentiel et on est en train de comprendre qu'est-ce qui est essentiel dans nos vies et qu'est-ce qui est superflu d'une manière qu'on n'aurait jamais, à laquelle on n'a jamais été confronté jusque-là. Puis, moi, j'ai l'espoir de pouvoir travailler de plus en plus sur les modes de consommation durables, les modes de consommation responsables. Une des grandes questions qu'on se pose, c'est souvent cette question-là, c'est quoi ce dont on a vraiment besoin, ce qui est important, ce qui nous rend heureux par rapport à tout ce que l'on consomme, parce qu'on se crée des besoins, parce que ben, et je pense que là, on revient il y a des choses qui nous manquent de manière viscérale, le lien avec les gens nous manque de manière viscérale, et je trouve ça fabuleux de pouvoir tous vous trouver ici et échanger avec vous aujourd'hui, parce que c'est une des choses qui, moi, me manque le plus, de pouvoir être en contact avec les gens et de pouvoir échanger avec les gens. Par contre, il y a beaucoup de choses, je me rends compte que ça ne me manque pas du tout d'être dans les transports en commun le matin pour aller travailler, que je trouve ça fabuleux d'être plus proche de ma famille. Donc, je pense qu'on revient aussi à des choses qui... c'est une opportunité que l'on a de se poser la question, qu'est-ce qui nous rend heureux par rapport à qu'est-ce que l'on consomme par habitude ou parce qu'on est pris dans une routine ou dans des attentes sociales qui finalement ne correspondent pas à ce dont on a vraiment besoin pour s'épanouir et pour être heureux. Donc, par rapport à tout ça, je pense que l'analyse de cycle de vie va nous permettre de quantifier les impacts environnementaux des choix que l'on fait en termes de consommation. Donc, va peut-être nous permettre de mettre en évidence qu'effectivement, au travers de tout ça, oui, il y a énormément de choses que l'on ne consomme pas en ce moment et ça va réduire les impacts. Mais je ne pense pas que c'est pas ça, je pense pas que ce soit ça qui est important. Je pense que c'est au-delà de l'analyse de cycle de vie, c'est vraiment la façon dont on a une opportunité de repenser nos modes de consommation. Et puis après, on pourra apporter l'éclairage de la quantification pour voir vraiment à quel point tout ça est bénéfique pour la planète. Mais oui, c'est ça. Je ne veux pas non plus aller trop loin dans le parallèle et d'en dire c'est ça. Je vais m'en tenir là. Je pense qu'on a une opportunité c'est ça, de se rapprocher de l'essentiel Mais et dans de ce que... réaliser ce qui nous manque le plus en ce moment. Et je vois aussi dans ce que tu exprimes aussi qu'en fait les impacts du coronavirus, ils ont vraiment des changements indéniables sur le fondement des sociétés et aussi le comportement des sociétés. Donc, pour toi, c'était quoi en fait Tu as parlé de production et de consommation de nos sociétés. Donc, c'était quoi en fait tes premières impressions des impacts de cette actuelle crise sur les modes de production et notamment la consommation de nos sociétés? Oui. Mais pour l'instant, c'est difficile à dire parce que pour l'instant, effectivement, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent au ralenti. On est en train de consommer beaucoup moins. Mais je pense que
moi, je le vois comme un virage. On a foncé dans un mur d'enjeux sanitaires avec cette crise-là. Ça nous fait prendre un virage qui va être un virage qui va avoir des conséquences en termes de peut-être avoir des pratiques plus saines d'un point de vue de la protection de la santé publique, mais qui va indéniablement avoir d'autres conséquences aussi, probablement des conséquences sur nos modes de consommation et sur tous les impacts environnementaux associés à ces modes de consommation. Donc c'est vraiment ça que je vois qui va probablement changer et qui va, je l'espère, nous ramener à... on va probablement réfléchir beaucoup aussi par rapport à la mondialisation. On voit toute la vulnérabilité et le manque de résilience de cette économie mondialisée que l'on a et de ces cycles de vie qui dépendent d'import, d'export et souvent d'aller produire là où ça coûte moins cher, mais souvent au détriment de l'environnement, au détriment du bien-être des travailleurs qui sont exploités dans les chaînes de valeur de nos produits. Donc là, je pense que d'un seul coup, on est en train de réaliser à quel point aussi nos systèmes sont imbriqués à l'échelle mondiale et à quel point ce que l'on consomme ici au Québec dépend aussi de la production à l'échelle mondiale, dépend des moyens de transport et dépend de tout ce cycle de vie de nos produits. Donc je pense qu'il y a toute cette question-là aussi qui va être qui est mise en lumière de façon assez crue en ce moment par rapport à la façon dont on est en train de tout arrêter et de se réaliser que si la Chine arrête de fabriquer des masques ou décide d'envoyer les masques à quelqu'un plutôt qu'à quelqu'un d'autre, c'est un enjeu de mondialisation. Nos économies dépendent des pays qui fabriquent nos produits et puis ça entraîne toutes sortes de vulnérabilités, en ce moment des vulnérabilités sanitaires, mais de manière générale, d'énormes vulnérabilités en termes sociaux et environnementaux. Et ça souligne aussi bien le fait qu'en fait, cette crise de coronavirus, elle fait arrêter des activités économiques. Ceci, ça a un impact direct sur la réduction de l'impact environnemental, comme c'était aussi le cas avec la crise de 2008 notamment. On a vu comme une réduction globale des émissions de gaz à effet de serre. Il y a des photos qui circulent maintenant sur Internet en disant, regardez, les avions ne circulent plus, la Terre, la nature, elle vit de nouveau. Donc, selon toi, peut-on conclure que réduire l'impact environnemental, réduire les gaz à effet de serre, grâce ou à cause de la production, ne peut se faire qu'avec une réduction drastique des activités économiques? Je serais plus nuancée que ça. Je pense on est dans des enjeux très, très, très complexes. Les conséquences sociales de cet arrêt total de l'économie sont énormes. Il y a beaucoup de gens qui vont subir des conséquences. Je ne pense pas qu'on puisse être aussi simpliste que de dire il faut arrêter de produire pour arrêter les enjeux. On va créer d'autres enjeux ailleurs. Et puis, c'est le principe aussi de l'analyse de cycle de vie, c'est d'avoir cette analyse multicritère qui permet de regarder tous ces enjeux-là. Par contre, là où... et puis, je ne pense pas que... parce que là, on est quelque part en train d'avoir une situation dans laquelle on est obligé d'aller vers une sobriété contrainte, en fait. On est tous en train d'avoir des modes de consommation en ce moment qui sont de manière inévitable bien plus sobres que ce que l'on a en temps normal. La question, c'est est-ce que la réduction des impacts passe forcément par couper énormément dans la consommation ou consommer mieux? Consommer moins, consommer mieux et consommer de manière plus éclairée par rapport à une prise de conscience des conséquences. Moi, j'aime bien donner l'exemple de l'user à calculer l'empreinte environnementale de la consommation d'un habitant des États-Unis en termes d'enjeux du cycle de vie. Donc, regardez les impacts environnementaux de toute la consommation annuelle d'électricité par rapport à une part de limite planétaire. Si on dit, si on divise de manière équitable les limites de la planète entre tous ses habitants, on obtient un budget environnemental. Un habitant des États-Unis, parce que son électricité, principalement à base d'énergie fossile, va, rien que pour son électricité, dépasser son budget annuel
de limites planétaires. Si je prends un Québécois moyen, sa consommation d'électricité va représenter 2 ou 3% de son budget de limite planétaire. Pourquoi est-ce qu'on a cette différence-là? Ce n'est pas forcément parce qu'on a des modes de consommation très différents, mais c'est parce qu'on a des modes de production très différents. Par contre, c'est certain que la transition, ça va être une transition qui va se faire en ayant justement à la fois une consommation plus durable et une production plus durable. C'est-à-dire que oui, il y a des choses qu'il faut qu'on change dans nos modes de consommation, mais est-ce que ça passe forcément par se priver de choses qui me semblent essentielles? Je ne pense pas. Je pense que l'idée n'est pas de dire bon, bah, dorénavant c'est interdit de prendre l'avion ou dorénavant c'est interdit de prendre de la viande rouge, mais c'est plus, je pense que la transition passe plus par une information éclairée pour chacun, justement par rapport aux conséquences environnementales et sociales des choix de consommation que l'on fait, pour que chacun réalise où sont les efforts les plus pertinents à mettre. Je vois la quantité d'efforts invraisemblables que certains sont en train de mettre en œuvre pour réduire leur impact environnemental et qui sont souvent des efforts qui ne sont pas focalisés sur les enjeux les plus importants. Je me dis, il manque vraiment cette prise de conscience pour réduire ce qui compte vraiment et en faisant quelques gestes très efficaces, on est beaucoup plus efficace qu'en faisant énormément d'efforts qui focalisent sur des gestes parfois contre-productifs et qui risquent de déplacer les impacts ailleurs. Donc, c'est pour ça que, c'est ça. Je pense que en termes d'évolution de la consommation à la suite de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, on a une opportunité de s'interroger sur nos modes de consommation, sur nos modes de production. On a une opportunité de voir qu'on réussit à continuer à vivre, bon, peut-être pas dans des conditions optimales, mais en consommant beaucoup moins. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça veut dire qu'au lendemain de tout ça, on doit aller vers une sobriété totale? Je ne suis pas convaincue que ce soit le cas. Je pense que le problème est beaucoup plus complexe que ça. Je voulais aussi ajouter un petit point. C'est au début, quand je t'ai présenté, en fait, tu as créé le programme qui s'appelle la boussole de la transition. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la boussole et est-ce que ceci pourrait éclairer peut-être le comportement, la consommation du consommateur? Tout à fait. Donc, le programme de la boussole, en fait, ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est plusieurs personnes. Et puis, on est de nombreuses personnes à être impliquées autour de ce projet-là. C'est un projet qui a émergé à la suite de la signature du pacte pour la transition. En fait, on a plusieurs scientifiques qui ont été interpellés par les gens derrière le pacte pour la transition, donc l'équipe du pacte, parce que dans le pacte, il y avait une recommandation qui disait « Allez calculer votre empreinte carbone ». Puis ils ont réalisé, après coup, qu'il n'y avait pas de bon calculateur d'empreinte carbone pour le contexte québécois. Donc, du coup, on s'est assis tous ensemble et puis on a réalisé qu'il y avait beaucoup de monde dans la communauté académique au Québec qui réfléchissait à ces enjeux d'accompagner le citoyen dans une transition durable. Donc, le programme de la boussole, c'est vraiment tous ces gens-là qui sont rassemblés autour de deux objectifs. Le premier, qui est de quantifier justement les impacts environnementaux des individus, donc accompagner les individus dans leur comportement, dans leur consommation pour avoir une idée de si je fais le portrait de ce que je consomme, qu'est-ce qui se passe? Et puis aussi un second objectif qui est d'accompagner dans une réduction des impacts environnementaux associés à ces comportements en réfléchissant à comment est-ce qu'on peut faire un accompagnement qui est individualisé, qui est le plus pertinent possible, qui va focaliser sur les enjeux pertinents pour une personne donnée, mais aussi sur où cette personne est rendue dans sa démarche. Alors, ça rassemble beaucoup de gens, ça rassemble notamment les gens du CIREC, mais des gens de Polycarbone, de Concordia, les gens du Pacte. Donc, on est tout un nuage de scientifiques, d'utilisateurs des connaissances qui se rassemblent autour de cette idée-là. Et on a commencé déjà à travailler, on a obtenu quelques petits financements et notamment on a travaillé sur une base de données de la consommation au Québec qui est l'un des premiers blocs qui va permettre d'aller quantifier justement l'empreinte environnementale des citoyens et puis réussir à avoir ces éléments-là. Et puis c'est
Polycarbone travaille très, très activement à intégrer les résultats de ça. Et puis, il y en a plusieurs parties prenantes à travers le Québec qui sont intéressées à ces données-là pour les valoriser sous forme de conseils, sous forme d'outils pour accompagner le citoyen par rapport à c'est quoi l'empreinte environnementale de ce que je suis en train d'avoir comme comportement. Mais c'est très complexe parce que quand on parle d'analyse de cycle de vie, c'est certain que ce n'est pas juste l'empreinte carbone de ce qui sort de mon pot d'échappement pendant que je roule en voiture, mais ça va être d'aller regarder l'ensemble du cycle de vie de la voiture, de l'assurance, et ainsi de suite. Donc, on arrive dans des... C'est certain que ce n'est pas demain qu'on aura des outils qui seront opérationnels pour l'ensemble de nos modes de consommation, mais c'est plus un travail en évolution dans lequel, au fur et à mesure, on essaye de démocratiser les connaissances en analyse de cycle de vie auprès des citoyens, faire en sorte que les gens aient accès à ces connaissances pour pouvoir faire des choix les plus éclairés possibles. J'aime bien les mots de démocratiser l'information. Je pense que je vais venir à ma dernière question. Toi, en tant que professeur, moi, en tant que ta étudiante, mais aussi étudiante à la maîtrise à l'ESG UQAM. Donc, comment est-ce que tu vois, suite à cette crise, comment est-ce que tu vois l'avenir en fait de l'école et des cours universitaires? Et quel est l'avenir pour les conférences et pour les colloques et les sujets et... Alors, c'est une question cruelle. C'est une question cruelle à poser à une prof qui est en train de se débattre avec 3 cours à mettre en ligne en catastrophe à la dernière minute. J'ai enseigné 3 cours cette session et c'est un joli casse-tête. Mais je pense qu'on est en train aussi, là aussi, de découvrir énormément de créativité sur d'autres manières de faire. C'est-à-dire que le fait de se retrouver aujourd'hui comme ça, dans ce format-là, c'est quelque chose à quoi on n'aurait pas pensé il y a un mois. Et puis, c'est formidable. Moi, je trouve ça fabuleux de vous avoir tous en face, d'avoir cette interaction qui est quand même assez intime, personnelle, le fait de vous voir en train de sourire, de réagir, même si on n'est pas physiquement ensemble, on est quand même en train d'avoir du partage de connaissances, d'avoir un échange, un dialogue. Et c'est le cas pour la recherche, c'est le cas pour l'enseignement. Moi, c'est certain que le contact de mes étudiants me manque énormément. Et puis ceux d'entre vous qui sont là, je vous le dis, vous me manquez terriblement. Mais parce que je pense que c'est crucial dans la relation d'éducation d'avoir le contact humain au cœur de cette relation-là. Je pense que là, ça fonctionne très, très bien pour les cours parce que la relation de confiance est déjà établie avec mes étudiants et puis on arrive à bien fonctionner en ligne. Je pense qu'on a quand même une opportunité aussi de repenser nos modèles en termes d'éducation et puis en termes de partage des connaissances. Là, je vois les conférences qui sont en train, non pas d'être annulées, mais qui sont en train de revoir leur format pour se donner en ligne en disant finalement, ce que l'on veut quand on fait une conférence, c'est partager des connaissances, c'est avoir une plateforme d'échange entre scientifiques, de confrontation des idées. Est-ce que c'est vraiment un voyage en avion qui est nécessaire pour avoir cette... Oui, la relation humaine est au cœur de tout ça, mais on peut faire quand même un bon bout de chemin, même à travers des outils virtuels. Et je trouve qu'il y a des gens très, très inspirants au travers de tout ça qui en font une opportunité de réinventer la manière de partager les connaissances scientifiques. Puis je suis certaine que ça va avoir des conséquences. Je vois justement dans toute la communauté en analyse de cycle de vie, c'est des questions qu'on se pose. Je connais plusieurs scientifiques qui ne vont pas à certaines conférences parce que ça y est, ils ont déjà fait un voyage en année et puis ils considèrent que plus que ça, ce n'est pas raisonnable. On a quelque part, ça fait partie de moi, ce que j'appelle la grande dissonance cognitive des scientifiques en analyse de cycle de vie, c'est qu'on voyage énormément pour notre travail, tout en se donnant des bonnes excuses pour continuer de voyager. Mais là, on a une opportunité. Et qui deviennent d'un seul coup tout à fait évitables dans le contexte actuel où on n'a plus le droit de voyager. Donc, on a trouvé des solutions. Et je pense qu'il y a beaucoup de créativité et beaucoup de gens qui ont une opportunité.
Allô, allô? Je pense que mon Internet aujourd'hui, il ne veut pas. Il marche Ah, toujours, sauf aujourd'hui, il ne veut pas. bon. Donc, Ok. est-ce que tu nous entends, Élie? Oui, ouf, je suis là. Oui. Je suis Bon, entre vous. c'est bon. Ok, donc malheureusement, je n'ai Oui. pas entendu tes derniers mots, mais c'est... Alors, mes derniers mots, je disais que, pour revenir juste pour je disais qu'on avait une opportunité unique de réinventer le modèle. Donc, et que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font preuve d'énormément de créativité et que je trouve ça très inspirant. Je suis tout à fait d'accord. Et aussi de voir comment, en fait, toutes ces questions de production, de consommation, du rôle du consommateur, mais aussi le rôle des entreprises, c'est maintenant ou jamais que ces entretiens aussi, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut créer un monde qui est différent suite à cette crise et suite à tout qui va changer. Mais je pense que moi, j'avais assez de paroles et qu'on peut passer maintenant aux magnifiques questions de la communauté. Et je suis tellement heureuse. Merci à tout le monde qui est venu. Cécile, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu veux, parce que j'ai vu que mon équipe citée a choisi des questions de la communauté, mais est-ce que toi, tu préfères qu'en fait, qu'on donne la parole directement aux gens qui veulent prendre la parole ou... Je pense que ça serait chouette. Ok. Ça serait chouette. Donc, On est assez nombreux, donc peut-être donner un ordre de parole par rapport aux questions si vous avez déjà sélectionné tout ça. Mais je pense que c'est plus chouette d'avoir un dialogue que d'un monologue. super. Donc, si on peut précéder de cette façon-là, donc je vais vous dire la première question, c'est, je vais la lire et si la personne veut parler à Cécile, bah, vous êtes bienvenue de la poser vous-même. Mais je vais quand même la lire là. Donc, c'est la question de je suis contente que nous pourrions prendre de meilleures décisions et repenser nos modes de consommation. Mais pensez-vous que ceci aiderait à mettre de la pression sur les industries? Est-ce que vous avez la possibilité de lever la main ou de faire comme une réaction pour que je puisse vous démuter? Chacun peut pas se... Non, attends, je Bon. peux... Mais sinon, je vais rebondir là-dessus. Je pense que le rôle de l'industrie par rapport au rôle du consommateur, c'est une question qui revient souvent et que je trouve très, très intéressante. Et je pense que le lien entre les deux et ce qui manque pour l'instant, c'est l'information. Je pense que à l'heure actuelle, une entreprise qui essaye de se comporter de manière responsable a quelque part un enjeu, c'est qu'elle est pénalisée souvent en termes du prix de ce qu'elle va mettre sur le marché, parce que faire les choses bien, souvent, c'est faire les choses de façon plus responsable en termes de la façon dont on traite ses employés, en termes de ça. C'est souvent avoir plus de contraintes environnementales qui coûtent plus cher. C'est souvent toutes sortes de choses, faire des produits de meilleure qualité qui vont coûter plus cher et qui vont avoir une meilleure durée de vie. Toutes sortes de choses qui vont faire en sorte qu'un produit équivalent va coûter moins cher sur le marché et ça va pénaliser le produit qui a été produit de façon responsable. Parce que pour l'instant, la seule information qu'on reçoit en tant que consommateur, c'est l'information du prix. Si on avait toute l'information par rapport à à tous les enjeux environnementaux et sociaux associés à la production de ce produit-là, à ce moment-là, la responsabilité bascule du côté du consommateur qui va faire un choix éclairé et qui va avoir cette information-là de quelles sont les conséquences environnementales et sociales associées à la production de ce produit-là. Et à ce moment-là, le producteur qui aura eu
des manières de faire plus responsables en termes environnementaux et sociaux, aura un outil pour mieux se positionner. Je pense que cette information-là, c'est vraiment le nœud qui manque pour faire en sorte que quand on fait nos achats, on puisse faire un achat plus responsable et que quand on produit de manière plus responsable, on puisse se positionner par rapport à la concurrence. Donc, selon moi, c'est vraiment ce nœud-là qui va faire en sorte qu'on va pouvoir travailler ensemble en tant que... Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises avec plein de bonne volonté qui font de leur mieux, mais la première des responsabilités d'une entreprise, c'est de réussir à survivre et réussir à continuer à fonctionner. Si on fait des produits qui n'arrivent pas à être vendus sur le marché, on a un enjeu. Donc, certains s'en tirent très bien. Certains ont des bonnes pratiques et réussissent à trouver des modèles qui font en sorte d'avoir des pratiques responsables et de se positionner sur le marché tout en ayant toute la communication qu'il faut autour de leurs produits pour que les consommateurs aient cette perception du bien qui a été fait. Mais je pense qu'une réelle quantification rigoureuse des impacts environnementaux et sociaux du cycle de vie des produits permettrait de vraiment accompagner l'industrie vers des modes de production plus durables. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je ne sais pas si la personne... je vais vous dire que vous avez le droit de vous démuter. La personne qui avait posé la question, vous pouvez, si vous voulez. Bon, moi, je me lance. Aussi. Moi, je suis contente. Les premiers êtres humains que je vois depuis le 13 mars. Yeah! Cécile, pour faire du coup sur ce que tu viens de dire, moi, j'avais posé une question, mais je vais la lire. Comment vois-tu notre rôle de futur expert en RSE? Je sais que je suis la doyenne parmi les étudiants à la maîtrise, pour accompagner adéquatement les entreprises à prendre ce virage que tu décris sur l'information, tout ça, après le COVID. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous autres, pour les aider à avoir plus d'impact positif? Ouais, je pense que avec votre formation en RSE, vous êtes très très bien placé pour justement faire ce lien d'information entre le consommateur et le... Je veux dire, quand on parle de communication auprès des parties prenantes, quand on parle d'analyse de cycle de vie, qui sont des outils que beaucoup d'entre vous ont appris, quand on parle... Tout ça, ce sont justement des outils qui vont permettre de repenser nos modes de production à la lumière de modes de consommation différents. Je pense qu'en ce moment, je ne sais pas si c'est un effet de chambre d'écho dans mes réseaux, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de penser à consommer de manière plus locale et qui sont en train de réaliser à quel point. Et je pense que s'il y a un signal fort de la part des consommateurs par rapport à ça, ça va se répercuter au niveau de l'industrie. C'est une opportunité. En fait, il faut voir que tout ce qui émerge des besoins des consommateurs, c'est une opportunité aussi pour l'entreprise de se positionner et de répondre à un besoin. Je suis en train de commencer à travailler avec les fermes Loufa sur un projet. La semaine dernière, on a eu une téléconférence. Mon interlocuteur était en train de travailler dans les serres en même temps qu'il me parlait en me disant nous, on a notre demande qui a doublé de manière instantanée. C'est normal avec la situation. C'est une des entreprises qui se positionne comme un fournisseur local et responsable. Et donc, on voit que je pense que ça peut être des opportunités pour certaines entreprises qui sont des entreprises responsables de se positionner, qui sont des entreprises peut-être locales et ainsi de suite, de se positionner. Et puis, le rôle des étudiants à RSE, je pense qu'il est stratégique parce que vous avez cette compréhension de comment est-ce qu'on peut justement démocratiser les connaissances, pas seulement scientifiques vers le public, mais démocratiser les connaissances aussi des modes de production vers le consommateur en fait, et de compréhension des enjeux des consommateurs vers l'entreprise. Donc je pense que c'est un rôle de trait d'union, de charnière que vous pouvez jouer en tant que gestionnaire dans l'entreprise. C'est ma perception. Donc, comment est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que je te pose la prochaine question ou est-ce qu'on laisse poser la question par le public? Je pense que les gens font un peu les timides. Ok. Vas-y, pose-moi les questions. Je vais poser la question.
Donc, penses-tu que l'on va entrer dans une période de démondialisation suite à cette crise? C'est une bonne question. Je n'en sais rien. Je n'ai pas de boule de cristal. Par contre, je pense que ça fait un peu écho à ma réponse précédente. Je pense que les entreprises qui sont des producteurs locaux ont une opportunité de se positionner en l'état actuel et dans le contexte actuel. Par contre, rien ne dit qu'on ne va pas revenir à exactement la même chose derrière et qu'on va oublier dès que la page sera tournée. Donc la question, c'est est-ce qu'on en fait une opportunité pour justement essayer de repenser nos modèles économiques et penser à toute la vulnérabilité. À mon avis, on est en train d'apprendre une leçon quand même à l'échelle mondiale par rapport au manque de résilience. Parce que souvent, la question de la résilience est une question très, très importante en termes de stratégie d'entreprise. Et là, on est en train de percevoir justement la vulnérabilité de ce système-là. Et je pense que ça risque d'être un argument bien plus pesant dans la prise de décision que l'argument environnemental en tant que tel, aussi bien au niveau des gouvernements qu'au niveau des entreprises. Donc, je pense qu'on est en train de réaliser la vulnérabilité des systèmes mondialisés et que ça risque de se répercuter par la suite. J'espère qu'on apprendra de cette leçon-là et qu'on apprendra à repenser nos modes de production et de consommation en pensant à la résilience. La question, c'est est-ce que ça aura des conséquences inattendues, néfastes? C'est possible aussi. Parce que la mondialisation, oui, ça représente certains impacts, mais ça représente aussi certains impacts qu'on évite. Parfois, c'est plus durable de produire ailleurs selon les conditions et peut-être que l'impact du déplacement lui-même n'est pas toujours le plus gros impact dans un cycle de vie. Donc, c'est toutes sortes de questions qu'il va falloir se poser. Je devine que au Québec, la production locale est très pertinente parce qu'on a une électricité durable. Par exemple, la production agricole locale fait beaucoup moins de sens. Donc, on arrive mais peut-être qu'on va se reposer les questions de manière différente. La production agricole en hiver, bon, il y a des stratégies qu'on est en train d'inventer aussi pour le faire le mieux possible, mais a priori, on n'est pas un pays qui est optimal pour produire notre nourriture en hiver. Donc, c'est ça. On peut se poser plein de questions par rapport à dans quel contexte est-ce que ça continue d'être pertinent de rester un système mondialisé, interrelié pour, en quelque sorte, avoir une solidarité entre les régions du monde pour produire de la manière la plus performante possible, et de quelle manière est-ce qu'on s'assure de ne pas avoir toutes les vulnérabilités qui sont associées à un système qui, en réalité, exploite les autres régions du monde pour pouvoir consommer à moindre coût et le plus possible. Donc, plein de questions qui se posent. Et là, que là, l'ACV pourra mettre de la lumière, en fait, sur les informations. On revient à la question de la quantification et de la transmission de l'information et de la transparence. Je pense que l'un des éléments clés, c'est la transparence dans tout ça. On a des systèmes actuellement qui sont très opaques et je pense que le fait de rajouter de la transparence, ça permettra de comprendre non seulement les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, mais aussi tous les enjeux de résilience du système, ce qui est, à mon avis, très pertinent. Là, il y a une question que je pense beaucoup de gens se posent. J'imagine, je ne sais pas, parce qu'on fait quand même encore nos courses. Donc, le plastique et les emballages dans le secteur de l'alimentaire sont souvent critiqués. Et est-ce que maintenant une solution, et est-ce maintenant une solution contre les risques sanitaires et doit-on craindre une augmentation du plastique? Quel impact pour l'environnement? Alors, c'est une excellente question. Ceux qui ont déjà suivi le cours d'analyse de cycle de vie connaissent, devinent ma réponse, c'est que souvent l'emballage, on le voit comme quelque chose qui est toujours négatif. Et l'emballage a plusieurs fonctions qui peuvent être pertinentes. L'emballage, ça protège, ça évite le gaspillage dont on est en train de parler en ce moment. On peut parler aussi d'une certaine importance à ce niveau-là. Mais je pense que ce qu'il faut diaboliser, c'est le suremballage et non pas l'emballage. C'est-à-dire que si on met en perspective l'impact environnemental des emballages en plastique ou autre
par rapport à l'impact environnemental de ce que l'emballage protège. Quand on parle d'alimentation, par exemple, souvent on a eu beaucoup plus d'impact environnemental à produire la nourriture qu'à produire et gérer en fin de vie un emballage. Donc c'est rare que l'emballage ait plus d'impact que le produit qui l'emballe. Par contre, l'emballage va préserver et éviter un certain gaspillage alimentaire qui, lui, a énormément d'impact environnemental. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser les emballages avec parcimonie. J'aime beaucoup le terme de parcimonie, et puis je pense que ça s'applique en fait. Le terme de parcimonie, ça revient aussi, on parlait tout à l'heure de sobriété en termes de consommation. Je pense qu'on pourrait parler plutôt de parcimonie en termes de consommation. Donc, la parcimonie, ça veut dire quoi? La parcimonie, ça veut dire autant que nécessaire, mais pas plus que nécessaire. Autant que, donc, si on peut être capable d'emballer assez pour protéger sans suremballer, si on peut être capable de consommer ce dont on a besoin sans surconsommer, si on peut réfléchir à justement quels sont vraiment nos besoins, que ce soit en termes d'emballage, que ce soit en termes de transport, que ce soit en termes de mondialisation, ben, il me semble qu'on s'en va vers quelque chose de pertinent et de nuancé. Je déteste les solutions extrémistes. Je pense que les solutions pertinentes sont dans la nuance, dans la compréhension et dans la nuance. Donc, je pense que le fait d'être capable de bien comprendre justement à quel point un emballage est nécessaire et quelles sont les fonctions de l'emballage, ben, ça permet aussi de penser à réduire les impacts environnementaux. Petite remarque par rapport à l'impact des emballages, on a souvent, quand on focalise beaucoup sur les emballages, l'image de ce continent de plastique au milieu de l'océan qu'on voudrait éviter, qu'on voudrait réduire, mais il faut voir que la gestion de nos déchets au Québec contribue relativement peu à cet océan de plastique. Le taux de perte, la fin de vie normale d'un emballage au Québec, c'est soit d'être recyclé s'il est recyclable, soit d'être enfoui si quelqu'un a mal géré son déchet et l'a mis à la poubelle, mais même s'il est enfoui, il ne va pas se retrouver dans l'océan. On est dans un contexte où on va effectivement occuper de l'espace dans un site d'enfouissement, mais c'est très rare que ces impacts environnementaux-là dominent le cycle de vie d'un produit. Par contre, si ça protège, mettons un zucchini qui a été fabriqué de manière tout à fait conventionnelle dans un champ agricole, en utilisant des terres, en utilisant de la machinerie agricole, en utilisant des engrais, de l'irrigation, etc., ben, il a fallu le produire, ce zucchini. Et même si je le gaspille et je le mets au compost, tout l'impact environnemental de la production existe néanmoins. Donc, le fait d'avoir des emballages pour protéger est pertinent. Maintenant, on revient à la question de quoi est-ce qu'on a besoin par rapport à quels sont les impacts environnementaux de ces emballages-là. Mais ça fait partie de ces enjeux que l'analyse de cycle de vie permet d'éclairer de manière différente par rapport à la perception et l'acceptabilité sociale. C'est-à-dire que en termes d'acceptabilité sociale, l'emballage, c'est diabolique. D'accord ? On veut éviter les emballages, on veut éviter le plastique à usage unique et ainsi de suite. Quand on analyse le système complet, peut-être que oui, réduire les emballages, c'est pertinent. Par contre, il faut faire attention de ne pas déplacer l'impact vers une augmentation du taux de perte de l'aliment qui était emballé, par exemple. Et c'est là qu'on voit que oui, tu as fait des analyses et oui, c'est avec l'ACV qu'en fait tu peux regarder, il est où en fait mon vrai impact tout au long de la chaîne. C'est ça, regardez, être capable de savoir ce qui compte vraiment, c'est vraiment ça la question. Parce que si on met énormément d'efforts sur un faux problème, ben, souvent on va déplacer l'impact. Au pire, au mieux, ben, on aura dépensé beaucoup d'énergie sur quelque chose qui va contribuer un tout petit peu à la réduction de l'impact, alors que parfois un geste qui peut sembler beaucoup moins important va avoir beaucoup plus de conséquences. Si on parle d'alimentation, le fait de couper la viande rouge, par exemple, pendant 2 repas par semaine, par exemple, par rapport au fait de passer à 0 déchet dans mon alimentation, ben, si je mets en perspective les efforts nécessaires pour l'un ou pour l'autre, c'est une contrainte énorme d'aller vers le zéro déchet. Quand on dit couper le bœuf, ça peut être pour manger du poulet, ça peut être, je ne dis pas de devenir végane, je dis juste couper la viande rouge dans mon alimentation 2 jours par semaine. Ben, proportionnellement, on va avoir des bénéfices environnementaux bien plus grands. Donc, si les gens pouvaient avoir ces échelles-là, mettre en perspective où est-ce que je peux mettre mes efforts, moi, par rapport à mes choix individuels et par rapport à mes préférences personnelles, est-ce que je préfère me passer d'un voyage en avion? Est-ce que je préfère mettre l'effort sur... Mais a priori, mettre l'effort sur ceux qui représentent vraiment un impact environnemental pour moi et pas
ce que je perçois comme étant un impact environnemental. Je vais te poser la question qui pourra peut-être directement liée à ce que tu viens de dire. Donc, c'est est-ce que cette période de consommation réduite, donc même si on réduit notre consommation de, par exemple, la viande rouge, aura pas comme résultat un deuxième boom de consommation? Et Oui, là encore, je n'ai pas de boule de cristal, j'en sais rien. J'en sais rien. Peut-être effectivement que les gens, quand ils vont sortir, vont être très très heureux de retrouver leur ancien mode de consommation et de retrouver tout ce dont ils sont privés en ce moment. C'est pas impossible, c'est pas impossible, j'en sais rien. J'espère qu'il y aura une prise de conscience entre-temps. Et puis je pense que là encore, je pense que c'est aussi intéressant le rôle d'initiatives comme justement celle de Cité, c'est de réfléchir tout ça en termes d'opportunités, de changer les façons de faire, mais c'est pas impossible qu'il y ait des effets rebonds effectivement et que au bout du tunnel, on se retrouve dans une situation encore pire que celle d'aujourd'hui, mais je préfère ne pas y croire. Attends, je vais regarder. Oh, il y a tellement de questions intéressantes là. Ah, ok, oui. Donc, en lien aussi avec la consommation, c'est que l'ACV est-elle réservée aux grandes entreprises qui ont des budgets pour faire ces analyses ou les PME peuvent aussi l'utiliser? Excellente question. Alors, non seulement les PME, mais aussi les consommateurs. C'est-à-dire que moi, je vais répondre à la question de manière un peu plus générale. C'est certain que l'analyse de cycle de vie coûte relativement cher parce que c'est du temps de recherche, parce qu'on parle d'aller collecter beaucoup de données, d'aller collecter beaucoup d'informations. Donc, effectivement, pour le moment, on voit beaucoup de multinationales et de grandes entreprises qui sont des gros utilisateurs de l'analyse de cycle de vie. Par contre, il existe quand même des PME qui utilisent l'analyse de cycle de vie pour des fins stratégiques et qui regardent justement comment est-ce qu'on peut utiliser l'analyse de cycle de vie pour faire des choix les plus pertinents possibles. Et il existe des outils d'analyse de cycle de vie simplifiés. Et par ailleurs, c'est aussi l'un des grands objectifs du programme de la boussole durable dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est d'essayer justement de démocratiser, tu as dit que tu aimais bien ce terme-là, mais c'est vraiment ça, c'est rendre accessibles les connaissances en analyse de cycle de vie à ceux qui n'ont pas les moyens de financer des grandes études. Donc, c'est comment est-ce qu'on crée des bases de données qui vont se rapprocher de l'approvisionnement responsable, se rapprocher du consommateur. Donc, si on commence à avoir des documentations très, très précises et des données pré-mâchées qui vont permettre d'informer le consommateur, d'informer la petite entreprise par rapport à des modes de production et de consommation plus responsables, à ce moment-là, on va briser ce lien-là, mais c'est vrai que pour l'instant, l'analyse de cycle de vie est surtout utilisée par les gouvernements et par les plus grandes entreprises qui ont les moyens d'aller mettre leurs efforts là-dessus. Par contre, il y a, au-delà de l'analyse de cycle de vie, il y a la gestion cycle de vie. Ceux qui ont suivi le cours, vous en avez déjà entendu parler, le cours d'analyse de cycle de vie. Donc, gestion cycle de vie, je dis souvent, l'analyse de cycle de vie, c'est comme une étiquette nutritionnelle. Ça me donne la quantité d'impact environnemental de mon produit de manière précise. Mais la gestion cycle de vie, c'est plus changer ces modes de... Ça serait plus faire un régime. Si je mets une étiquette nutritionnelle sur une poutine, ça n'en fait pas un aliment santé pour autant, même si la poutine c'est très bon, mais ça m'informe, ça me donne une certaine transparence sur l'impact environnemental, sur les valeurs nutritionnelles de ma poutine. Mais si je commence à avoir un mode de gestion basé sur le cycle de vie, ce n'est pas forcément que je vais faire de l'analyse de cycle de vie de manière systématique, mais ça peut être tout simplement que je vais adopter une posture de gestionnaire qui tient compte de l'ensemble de la chaîne de valeur, qui tient compte du fait que les impacts environnementaux n'ont pas lieu que entre les murs de mon entreprise, mais que je peux faire des choix qui vont influencer les impacts environnementaux chez le consommateur, qui vont influencer les impacts environnementaux en fin de vie, qui vont influencer en termes d'approvisionnement les impacts environnementaux dans ma chaîne d'approvisionnement. Donc le fait d'adopter cette perspective de gestion, ça c'est à la portée de n'importe quel gestionnaire, peu importe la taille de l'entreprise. C'est plus une posture qui fait en sorte qu'on garde dans son mode de gestion l'ensemble de la chaîne de valeur et des conséquences sociales et environnementales en vue quand on va prendre des décisions de gestion d'entreprise. Donc, je pense qu'effectivement, l'outil analyse de cycle de vie est peut-être
hors de portée de certaines PME. Par contre, je pense que la posture de gestion cycle de vie, c'est vraiment quelque chose qui est à la portée de n'importe qui et même d'un consommateur. Si vous regardez les modes de consommation des étudiants du CIREC, je pense que ça a complètement changé, rien que du fait d'avoir une perspective de cycle de vie sans qu'ils aient à faire l'analyse de cycle de vie systématique de tout ce qu'ils sont en train de consommer. C'est une posture que l'on adopte de réfléchir en termes de conséquences potentielles sur le cycle de vie, même si on ne va pas mesurer chacune de ces conséquences. Absolument. Moi, je dois ajouter aussi que le cours d'analyse cycle de vie, au début, ça m'a bouleversée parce que tu vois le monde complètement différent, parce que tout produit vient de quelque part. Combien de kilomètres est-ce qu'il a voyagé pour venir ici? Comment est-ce qu'il a été produit? Donc, ça remet tout en question. C'est là quand même que, en tant que consommateur, je voulais faire le lien en fait avec la question ici qui a été posée. Oui, pour les citoyens du Québec, quel geste à poser en premier pour réduire les impacts environnementaux? Ah. Excellente question. On a sorti des chiffres très préliminaires, mais qu'on a calculé pour la base de données de la consommation au Québec. Si on regarde le portrait du consommateur moyen, en fait, ce sur quoi il faut focaliser en priorité, c'est les déplacements quotidiens et c'est l'alimentation. Donc, c'est vraiment, au niveau des déplacements quotidiens, c'est certain que l'auto-solo, c'est la première chose à aller réduire le plus possible en termes d'empreinte carbone. Et puis, après, quand on regarde l'alimentation, c'est certain que, je vous parlais tout à l'heure de la viande rouge, c'est un élément très important dans l'empreinte. Et là, je parle juste en termes d'empreinte carbone. Mais en termes d'empreinte carbone du citoyen, c'est quelque chose qui est très important. Par contre, j'ai été très étonnée quand on a généré ces chiffres-là de voir ressortir. Le troisième, c'est à la maison, donc ça tient compte de tout ce qui est système de chauffage, la fabrication de la maison elle-même et ainsi de suite. Mais le quatrième, c'est les vêtements. Et ça, je ne m'attendais pas à voir ressortir les vêtements avant les voyages en avion, avant d'autres choses. Donc, il faut croire que notamment tout le mouvement de fast fashion fait des ravages et le fait que les vêtements que l'on utilise au Canada sont souvent fabriqués dans des régions dans lesquelles, par exemple en Chine, dans lesquelles on utilise du charbon pour tisser le coton, pour fabriquer les habits, etc., fait en sorte qu'on a une empreinte carbone non négligeable associée à nos vêtements. Donc, peut-être aussi des gestes comme aller acheter dans des friperies, prolonger la durée de vie de ces vêtements et réfléchir, consommer moins, consommer mieux, encore une fois. Ça peut faire partie des gestes intéressants à faire. Mais vraiment, numéro 1, si on peut se passer de sa voiture, c'est vraiment très souvent ce qui ressort comme étant le plus important. Si on veut voir toutes ces études que le CIREC a fait et aussi les étudiants avec qui tu travailles en ACV, est-ce qu'il y a comme un site que toi tu recommandes pour le citoyen ici au Québec de s'informer sur son empreinte environnementale? Alors, ça va venir. Je ne sais pas, je vois que Karel est là. Je ne sais pas, Polycarbone, dans quelle mesure est-ce que vous avez beaucoup de choses déjà disponibles pour les citoyens? Je sais que ça s'adresse plus aux étudiants, donc je pense que les gens qui sont autour de la table sont très concernés. Oui, allô tout le monde. Nous, on a le calculateur d'empreinte carbone avec l'axe alimentaire qui sort dans 10 jours maintenant, le 13 avril. Donc, je vous invite tous très fort à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir les informations de la sortie. Pour le moment, il est sur l'axe alimentaire, mais le but, c'est qu'on avance là petit à petit pour offrir d'autres axes sur l'année 2020-2021. Donc, ça arrive. Et puis, au-delà de l'axe alimentaire et du calculateur, je pense qu'il y a plein de gestes super pertinents basés sur une perspective cycle de vie qui ont déjà été proposés par Polycarbone pour tout ce qui était de la mode durable. Exactement, j'allais dire très notamment sur la mode, sur l'alimentation beaucoup, sur les changements comment on rentre en transition alimentaire, comment on réduit son gaspillage alimentaire, comment on diminue sa consommation vestimentaire. Il y a d'autres choses arriver dans le courant de l'année. Ouais, sur les gestes, comme tu le disais à tantôt, moi je te rejoins beaucoup. En fait, si on doit faire une ou deux actions plutôt que 1000, lesquelles on choisit finalement pour être le plus impactant et le plus efficient
sur son impact environnemental, finalement. Puis peut-être petite remarque, Polycarbone est en train d'essayer de rejoindre le plus possible toutes les communautés universitaires. Donc je pense que c'est né à Polytechnique, mais qu'il y a déjà des étudiants de l'UQAM qui sont très impliqués là-dedans. Et puis moi, j'aime bien l'idée que des ponts se tissent de manière plus solide entre les différentes initiatives. Parce qu'ensemble, on est plus fort, c'est une réalité. Exactement. Merci beaucoup, Karel, pour ton commentaire, aussi pour Polycarbone. Cécile, est-ce qu'on a encore le temps de te poser une ou deux questions ou est-ce que… OK. Donc, je vais te poser peut-être une question plus pour les entreprises. Donc, quelles sont les motivations des entreprises avec lesquelles vous travaillez pour faire de l'ACV? Est-ce que c'est pour gérer le risque? Est-ce que c'est pour réduire leur empreinte? Est-ce que c'est pour une démarche RSE? Est-ce que c'est pour des contraintes régulatoires ou législatives? Je pense que ça dépend des entreprises, mais je pense que toutes ces réponses sont des bonnes réponses. Je pense que la question du risque réputationnel, donc par rapport aux consommateurs, est un des enjeux importants. Je pense que le fait de mieux comprendre aussi les enjeux sur la chaîne de valeur de l'entreprise, c'est un des grands atouts de l'analyse de cycle de vie, de comprendre justement que éventuellement il risque d'y avoir des risques c'est ça, d'avoir non pas au-delà de… En fait, c'est une forme de responsabilité sociale, c'est de prendre conscience que l'on est aussi responsable des achats que l'on fait, de la chaîne d'approvisionnement que l'on choisit et qu'on peut quelque part avoir des enjeux en termes d'approvisionnement qui sont des enjeux par rapport à toutes les nouvelles normes environnementales qui vont être mises en place, de la perception des consommateurs. Faut garder à l'esprit, je pense, en tant que citoyen, que souvent… les enjeux, la perception sociale va avoir un grand impact sur la manière de changer les choses au niveau des entreprises. Donc, le fait d'avoir des enjeux d'acceptabilité sociale, c'est quelque chose qui peut être problématique pour une entreprise. Donc, se prémunir contre cet enjeu-là fait partie des grands leviers de changement au sein de l'entreprise. Certaines entreprises le font aussi parce que ça fait partie de leur stratégie d'avoir justement une démarche responsable. Et puis, c'est vraiment au cœur de leur ADN. Donc, on voit que selon les entreprises, certaines vont le faire pour se prémunir d'un risque, d'autres vont le faire vraiment parce que c'est au cœur de la démarche de l'entreprise d'avoir cette responsabilité et d'offrir des manières différentes de produire. Donc, je dirais que j'ai tout l'éventail en tête de l'entreprise qui fait ça vraiment pour les bonnes raisons, de celle qui le fait pas forcément pour les bonnes raisons, mais qui le fait de façon très, très rigoureuse parce qu'elle est sous la lorgnette des activistes environnementaux et que c'est un enjeu de vraiment se prémunir de ce risque réputationnel-là. Donc, ce qui ressort de tout ça, à mon avis, et puis de plus en plus aussi, c'est quelque chose qui a émergé récemment et que je trouve très, très, très intéressant, c'est la contrainte des accords de Paris. C'est-à-dire que de plus en plus des entreprises sont en train de réfléchir à quelle est la trajectoire optimale pour pouvoir faire ce qu'ils doivent faire pour respecter les accords de Paris. S'ils doivent couper en deux leurs émissions de carbone, quels vont être les chemins optimaux et les stratégies les plus pertinentes pour réussir à faire cette transition-là. Donc, c'est aussi vraiment pour donner une direction dans des trajectoires de réduction de gaz à effet de serre et de décarbonisation de l'entreprise. La décarbonisation, c'est un élément qui ressort énormément au niveau des industries, des partenaires avec lesquels on travaille au CIREG. Donc, je pense qu'il y a plusieurs contraintes croisées sur les entreprises qui sont des contraintes de leur clientèle, des consommateurs, qui sont des contraintes des enjeux réglementaires, qui sont des contraintes de tendance générale de la société vers la transition, qui font en sorte qu'elles utilisent l'analyse de cycle de vie, elles aussi, comme une boussole pour donner les directions optimales et pour essayer de réfléchir en termes de système et pas juste en termes de qu'est-ce qui se passe entre les murs de mon entreprise. Mais c'est ça. Je pense que selon les entreprises, on voit vraiment des états d'esprit et des écoles de pensée très, très différentes et des raisons très différentes d'aller utiliser l'analyse de cycle de vie.
Mais on parle de plus en plus d'utilisation de l'analyse de cycle de vie pour des fins stratégiques au niveau de l'entreprise. Je pense que de plus en plus, le développement durable rentre au sein de la stratégie de l'entreprise. Quand on reste sur l'entreprise, si la chaîne logistique est déjà efficace, ils ont tout fait, l'entreprise, elle est efficace, comment est-ce que tu peux réinventer cette chaîne logistique qui est rendue efficace au maximum, avec le just-in-time, par exemple? Ce n'est pas toujours une question d'efficacité, c'est parfois aussi des questions de repenser les modèles d'affaires. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, les entreprises qui commencent à penser en termes d'économie de la fonctionnalité au lieu de penser en termes d'économie du produit, où on voit qu'on repense complètement le modèle d'affaires pour changer en termes et de rentabilité. J'aime beaucoup l'exemple de Michelin qui, par exemple, au lieu de vendre des pneus aux entreprises de poids lourds, commencent à louer le service d'avoir des camions bien chaussés avec des pneus bien entretenus. Et on voit que ça change complètement, même si la chaîne était déjà complètement optimale, là, on change complètement la façon de faire parce qu'on arrive à un modèle où l'entreprise reste propriétaire des pneus, a intérêt à ce qu'ils durent le plus longtemps possible, à ce qu'ils soient le mieux entretenus possible, au lieu d'avoir intérêt à ce qu'on puisse vendre le plus possible de pneus. Donc, on change complètement au-delà de ce qui est technique, de ce qui est bilan de matière, d'énergie, etc. On change aussi les modèles d'affaires, les façons de faire, les approches en termes de gestion pour rendre le système plus performant et faire en sorte qu'on sorte, on essaye de sortir de cette corrélation entre création de richesse et augmentation de la consommation et des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je pense que c'est vraiment, et puis en tant que gestionnaire, tout à l'heure j'avais la question de qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'étudiant en RSE, mais je pense que là aussi il y a quelque chose qui peut être très très pertinent, c'est voir comment est-ce qu'on peut repenser les modèles d'affaires, repenser la structure des entreprises pour avoir des approches créatives qui vont permettre non plus d'essayer de vendre le plus possible, mais d'essayer de créer de la richesse autrement avec le moins d'impact environnemental possible et créer le plus de bien-être pour le consommateur, le plus de... Enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut essayer de penser le problème autrement. Moi, j'aime bien penser en termes d'objectifs. Donc, l'objectif, la fonction, en analyse de cycle de vie, on utilise souvent ça. Quel est le service que je veux rendre au consommateur? Est-ce que je peux rendre ce même service de manière différente? Et bon, c'est ça. Voilà. je m'égare. Là-dessus, je vais en fait te poser une question sur le rôle de l'État. Plus parce que maintenant, on était vraiment sur l'entreprise, la consommation, et maintenant, on monte un peu plus à l'État. Donc, pensez-vous que les États vont prendre des nouvelles mesures pour pouvoir produire au niveau local? Est-il possible de voir une localisation au contraire de délocalisation? Et je suis désolée, c'était ma question. Est-ce que je peux intervenir? Oui, absolument. C'était surtout... C'est bien d'encourager. C'était surtout à la suite de ce qu'il a dit Bruno Le Maire, par exemple, en France, que j'ai pensé à cette question, dans le sens où la France, qui est la 6e économie du monde, est en pénurie de masques contre la crise. Donc, le gouvernement de Macron, qui est assez libéral quand même, pense à revenir à produire maintenant en France, surtout certains produits. Donc, c'est dans ce sens-là aussi que je pose cette question. Est-ce que on a beaucoup parlé des entreprises, mais pensez-vous que les États aussi vont maintenant prendre des nouvelles mesures pour un peu changer les modèles de production? Merci. Ouais, je pense que je vais rebondir un petit peu avec ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, effectivement, je pense qu'il y a des enjeux de manque de résilience des chaînes de valeur qu'on est en train de percevoir, et c'est un exemple criant. Le fait qu'on commence à dire on a des pays qui se font de la compétition pour récupérer les masses, des pays qui commencent à dire on ne va plus exporter, on va conserver ça dans nos frontières et ainsi de suite. On voit tous ces enjeux-là
où la mondialisation est en train de démontrer certaines limites auxquelles probablement on ne pensait pas quand tout allait bien. Donc, c'est là où je disais tout à l'heure, c'est probablement un levier qui va être plus important vers la sortie de la mondialisation que tous les enjeux environnementaux auxquels on pourrait penser. Maintenant, la question, est-ce que c'est une bonne chose? On peut se poser la question aussi, est-ce que le fait d'avoir une économie 100% locale est vraiment préférable d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, d'un point de vue de l'équité, d'un point de vue… Ça reste à démontrer et je pense que là encore, je ne veux pas me mouiller, je n'ai pas de boule de cristal. Je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'être compris, analysé et qu'effectivement, il y a certains gouvernements qui vont probablement envisager de refermer leurs frontières et d'aller produire le plus possible à une échelle locale. Mais est-ce que ce sont vraiment des stratégies les plus pertinentes et est-ce que ça va être bon pour l'ensemble des citoyens et à l'échelle de l'humanité? Je pense que, d'abord, je pense que je n'ai pas du tout la légitimité pour répondre à la question. Et ensuite, je pense que ça nécessite de comprendre vraiment toutes les conséquences sociales, environnementales, économiques et en termes de résilience des systèmes pour être capable d'avoir une réponse pertinente. C'est certain qu'en termes de résilience locale, probablement que produire à une échelle locale offre plus de résilience à l'échelle locale. Par contre, en termes de solidarité entre les populations à travers le monde, probablement. Et puis, je pense qu'il y a certaines régions qui sont plus riches de certaines ressources que d'autres, qui risquent de priver. Enfin, je pense qu'il y a toutes sortes d'enjeux qui vont bien au-delà de est-ce qu'on peut vivre avec ce qu'on a à l'échelle du pays. Et je pense que c'est extrêmement complexe et je ne me hasarderai pas à donner une réponse. Je veux poser une autre question sur la question de Zeynep. Pourquoi pas utiliser les nouveaux unités d'administration qui sont liées à une autre, mais qui sont beaucoup plus localisées que notre unité d'administration présente. Je suis désolée, le son est très très mauvais. Est-ce que c'est possible d'écrire la question? J'ai très mal entendu la question. Merci beaucoup. Ah, Hélène, je pense que le son est coupé. Non, on ne t'entend pas. Ah là, oui. Est-ce que la question a été… Oui. On attend la question, mais entre-temps, on va prendre une autre question. Donc, parlons… on était en train de parler en fait de la résilience, de l'alimentation. Mais si on veut vraiment créer des communautés plus résilientes, de l'alimentation plus locale, on doit quantifier les impacts environnementaux et sociaux. Mais si on quantifie les impacts sociaux et environnementaux, comment on peut intégrer le côté un peu plus qualitatif et non pas seulement quantitatif? Est-ce que c'est important de faire les deux, qualitatif et quantitatif? Alors, c'est très important et puis je vais répondre ce que mon ami et collègue Manuel Emarny dit souvent, l'analyse de cycle de vie c'est un outil et c'est pas parce que j'ai un très bon marteau que tous les problèmes sont des clous. L'analyse de cycle de vie donne un certain éclairage et permet d'aller quantifier des impacts environnementaux, des impacts sociaux, mais ne permet pas de comprendre l'ensemble des enjeux et d'avoir une perception. Je veux dire, il y a des choses au-delà de ce que l'analyse de cycle de vie est capable de quantifier qui sont très importantes à prendre en compte. Et c'est juste l'un des outils de la boîte à outils du développement durable et c'est l'un des éléments importants pour quantifier les impacts, les mettre en perspective. Mais au-delà de ce que l'analyse de cycle de vie est capable de quantifier, il y a toutes sortes d'outils qui sont très pertinents, notamment des outils qualitatifs. Et c'est certain que l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, ce sont des analyses à utiliser en synergie. Alors, je vois la question on dit Younous, c'est bien ça? Donc, pourquoi ne pas utiliser les nouvelles unités d'administration plus localisées
les uns du présent, mais aussi mondialement liés. Quand on parle d'unité d'administration, c'est des régions, c'est ça? Donc, de réfléchir plus en termes de pays, de régions qu'à l'échelle mondiale? Mais je vais commencer à essayer de répondre, mais je pense que la question de la régionalisation est très, très importante. Comprendre quels sont les enjeux à une échelle euro-région. D'accord. Oui, mais effectivement, le fait d'avoir des régions, de raisonner en termes de régions, c'est important. Le fait d'aller régionaliser, d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe localement et qu'est-ce qui se passe par rapport à un contexte global, c'est essentiel. Mais l'avantage de l'analyse de cycle de vie, c'est de permettre d'avoir l'image complète. Par contre, on fait de l'analyse de cycle de vie de plus en plus à une échelle régionale. C'est-à-dire qu'on va savoir quels sont... Et puis, il y a tout un champ de l'analyse de cycle de vie qui est l'ACV territoriale, donc l'analyse de cycle de vie à l'échelle du territoire, qui permet de savoir quels sont les enjeux d'un territoire à l'échelle du territoire, quels sont les enjeux d'un territoire globalement, et quels sont les enjeux de ce que j'importe dans le territoire ailleurs dans le monde. Et je pense que ça permet d'avoir un éclairage sur justement qu'est-ce qui se passe à mon échelle territoriale, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les conséquences de ma consommation ici par rapport à ailleurs dans le monde. Quand on parle de la boussole de la consommation, c'est vraiment une vision qui est basée sur la question de comment est-ce que je mets en perspective la consommation du Québec par rapport à la production du Québec. Si je regarde à l'échelle du territoire du Québec, les impacts en termes de changement climatique, on s'en tire relativement bien par rapport au reste de l'Amérique du Nord parce qu'on a des modes de production qui sont basés sur l'hydroélectricité. Donc, on a une empreinte carbone à l'échelle du Québec qui est pas... On ne rentre pas à l'intérieur de nos limites planétaires, mais on a beaucoup moins d'impact que nos voisins, que les autres provinces, que les autres États des États-Unis. Par contre, si on regarde en termes de consommation, si au lieu de regarder les émissions qui ont lieu sur le territoire du Québec pour ce que l'on produit au Québec et que l'on regarde quels sont les impacts que l'on a à cause de ce que l'on importe au Québec pour le consommer au Québec, on multiplie par 1,6 notre empreinte carbone. Donc, on a 60% plus d'impact par rapport à ce que l'on consomme que par rapport à ce que l'on produit. Pourquoi ? Parce qu'on consomme comme des Nord-Américains. On est en train d'apporter beaucoup de choses qui viennent des États-Unis, qui viennent de Chine, qui sont produits avec de l'énergie à base d'hydrocarbures. Donc, je pense que c'est très bien de raisonner en termes de région, euro-région, région, province, pays, mais c'est bien de garder aussi, parce que une émission de carbone, peu importe où je l'ai émise, va avoir les mêmes conséquences. Donc, je pense que c'est bien aussi de garder cette perspective globale de l'ensemble des émissions dans le monde associées à notre consommation locale. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. À peu près. Merci. Super. Donc là, il y a une autre question. Comment relier la crise sanitaire à la crise environnementale, qui est plus générale, pour ne pas souffrir d'amnésie collective à la fin de la crise? On revient à la question de est-ce qu'on peut revenir à nos modes de consommation tout de suite derrière, en étant très très heureux de enfin soulagé de pouvoir retrouver tout ça. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de relier les deux. Je pense que j'ai vu un petit parallèle que j'ai trouvé sympathique qui disait que là on est en train, c'est comme si on avait d'un seul coup une maladie aiguë, rapide, qui touchait le corps humain qu'est la planète. Donc c'est le Covid qui nous attaque directement. Et c'est comme si les enjeux climatiques, c'était plus comme si on avait le diabète, c'est quelque chose qui demande des mesures de changer nos modes de vie sur le long terme pour très très longtemps. Donc c'est facile de dire on va changer complètement les choses pour le très court terme et s'imposer des choses que l'on ne serait pas capable de s'imposer en temps normal sur le long terme. Par contre, ça risque d'être quelque chose de très très délicat d'aller changer durablement aussi drastiquement l'ensemble de nos modes de vie. Donc je pense que ce que l'on s'impose en ce moment, je ne souhaite pas qu'on ait à se l'imposer sur je veux dire, c'est quelque chose qui, ponctuellement,
est faisable, est réaliste, et pertinent parce qu'on est en train de sauver des vies, mais sur le long terme deviendrait absolument invivable. Je pense à ceux qui sont tout seuls, je pense à ceux qui... Enfin, il y a toutes sortes de circonstances qui font que non, on ne pourrait absolument pas vivre comme ça sur le long terme. Par contre, c'est un petit peu comme si on avait une opportunité de prendre un virage. Donc, est-ce qu'on va prendre un virage pour de vrai, ou est-ce qu'on va revenir à nos... Je pense que c'est à chacun de nous de jouer ce rôle-là, d'essayer de faire en sorte que oui, on réinvente nos modes de vie à la lumière de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, et on devienne plus sage. Mais ça, l'humain, c'est l'humain, j'en sais rien. Je ne sais pas si on sera amnésique ou non. Dans le contexte de Covid-19, comment pouvons-nous acheter local avec les commerces fermés et avec la contrainte économique pour un parent seul? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Je sais que j'ai vu beaucoup d'appels à consommer local. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de réseaux qui offraient des ressources et qui expliquaient justement quelles étaient les entreprises locales qui fonctionnent, et puis les façons de s'approvisionner de manière locale. Mais c'est certain que, et ça revient exactement à ce que j'expliquais tout à l'heure en disant qu'on ne peut pas avoir de solution radicale. Parce qu'une solution radicale, c'est oublier les enjeux individuels de chacun. Une personne qui, effectivement, a un revenu réduit en ce moment, qui se retrouve dans une situation économique difficile à cause de la crise, ne peut peut-être pas se permettre d'aller payer le coût additionnel que ça représente, d'aller acheter des choses à l'échelle locale. Et souvent, les erreurs qu'on va faire, c'est d'oublier la complexité de ces systèmes-là. C'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes, qu'est-ce qui s'est passé? On essaye de focaliser sur un enjeu important qui est la consommation d'essence en France. Donc, on augmente le prix de l'essence. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On oublie tous ceux qui ont du mal à finir à boucler leur fin de mois, et puis qui se retrouvent dans des situations absolument abominables. Donc, ça ramène exactement à la complexité de nos systèmes et à l'importance d'avoir des réponses nuancées et d'essayer de tenir compte des enjeux de chacun quand on va faire nos transitions. Donc, j'ai pas de bonne réponse à ça. J'ai pas de bonne réponse à ça. Par contre, souvent, il y a des solutions locales ou qui vont être des solutions à la fois gagnant-gagnant, qui vont coûter moins cher et qui vont avoir moins d'impact environnemental. Si on pense à aller vers des circuits courts, si on pense à aller vers la production, l'autoproduction de sa nourriture, faire pousser son plant de tomates pour manger local, et ainsi de suite. Mais c'est certain que c'est très, très complexe, et que c'est là où je pense que chacun aussi, sur une base individuelle et sur la base de ses contraintes individuelles, a son propre chemin à faire et a sa part de chemin à faire. Petite remarque, quand on fait l'analyse de l'empreinte environnementale des ménages au Québec, c'est ce qu'on a fait de manière très, très sommaire pour créer la base de données de la consommation au Québec. On voit quelque chose, c'est que ce ne sont pas les gens les plus pauvres qui ont le plus grand impact environnemental, ce sont les gens les plus riches. Donc probablement que quelqu'un qui a du mal à boucler ses fins de mois pour s'alimenter, etc., fait déjà très, très largement sa part en termes de réduction de l'impact environnemental. C'est peut-être pas la personne qui a le plus de questions à se poser sur ces modes de consommation non plus. Donc, je pense qu'il faut relativiser les choses. Et puis justement, il n'y a pas que l'enjeu environnemental. Donc, je pense que c'est super important de garder à l'esprit l'ensemble de ces enjeux-là quand on trouve des solutions. Il n'y a pas une solution unique. On est dans des systèmes bien trop complexes, et puis chacun, on est des individus avec chacun son contexte de vie et ses décisions. Et vous, en tant que chercheur, est-ce que vous avez déjà fait des études d'impact environnemental sur les activités de recherche? Je sais que ça revient à la question sur les conférences tout à l'heure. Je sais que personnellement, mon plus gros impact environnemental, ce sont mes voyages en avion pour mes différents voyages de recherche, de conférences, de défense de thèse et ainsi de suite. Donc oui, effectivement, il y a toute cette question-là. Et puis moi, je me pose beaucoup la question de, par rapport à la boussole, on va créer beaucoup d'outils qui sont des outils numériques, des bases de données, on va générer des données. Et tout ça, ça a aussi un impact environnemental. Donc ça fait partie des choses qui, à mon avis, seront importantes dans ce projet de recherche, d'avoir un petit miroir qui nous permette de regarder nos propres impacts environnementaux et de s'assurer qu'on n'est pas en train de générer
plus d'impact environnemental avec l'outil que ce qu'on est en train de résoudre grâce à l'outil. Mais c'est une excellente question. Et puis, deux dernières questions. Donc, est-il possible pour les entreprises de devenir soutenables et quand même profitables sans être régulées en ce cas? C'est une bonne question. Je pense que, je parlais du rôle croisé de la consommation et de la production, mais je pense que l'État a un rôle à jouer aussi. Et je pense que c'est quelque chose qui se danse tous ensemble, en fait. Pour arriver à faire une transition, je pense que chacun a un rôle à jouer. Je pense que des entreprises sont proactives, mais si on veut que ces entreprises proactives puissent se positionner, il faut aussi que la régulation évolue pour que les entreprises non proactives soient à un moment pénalisées ou pour qu'il y ait un avantage concurrentiel à être proactif en termes d'environnement et de responsabilité sociale. Je pense que l'information du consommateur a un rôle clé à jouer. Je pense que peut-être que l'État aurait ce rôle-là à jouer, juste simplement de contribuer à informer les consommateurs par rapport aux impacts environnementaux des entreprises. Déjà, imposer cette transparence-là, ce serait déjà quelque chose d'énorme. Mais oui, je pense que chacun a un rôle à jouer. Je pense qu'on ne peut pas dire que c'est la responsabilité de l'État, on ne peut pas dire que c'est la responsabilité du consommateur, on ne peut pas dire que c'est la responsabilité de l'entreprise. Je pense que c'est la responsabilité de la société, de nous tous ensemble, de faire cette transition-là et de se doter des outils pour pouvoir la faire et que chacun joue son rôle là-dedans. Je pense que c'est une question vraiment d'interaction et de travailler tous ensemble. Et puis, sur la liste, il y a la dernière question. Après, on va regarder si tu as encore 5 minutes peut-être pour une autre. Après 2h30, peut-être que les gens aussi vont... C'est vrai. Mais on oui, mais plein de questions en fait. Et merci vraiment pour ton temps aussi. Mais la dernière question est, connaissez-vous... Comment? Merci à tous pour la générosité de vos questions. C'est chouette d'avoir un dialogue comme ça. Connaissez-vous des entreprises rentables qui ont des activités économiques positives d'un point de vue impact environnemental, c'est-à-dire mieux que neutre et dont la croissance des activités économiques sera alors positive pour l'environnement? Alors, c'est une question délicate. Peut-être que je renverrai à... Positif pour l'environnement, en analyse de cycle de vie, moi, j'aime pas trop ça. Parce que je pense que sur le cycle de vie, il y a toujours des impacts environnementaux. Mais peut-être que je renverrai au Living Product Challenge, qui est une certification environnementale qui est un peu dans l'état d'esprit du Living Building Challenge qui était pour les bâtiments. Et dans ce challenge-là, il y a la notion de handprint qui est très, très importante, qui est portée par Greg Norris. Et donc, Greg Norris qui est un grand expert en analyse de cycle de vie, a été impliqué dans la création de cette norme-là. Et la philosophie de cette certification est vraiment d'aller chercher des produits qui contribuent justement à un impact environnemental positif. Et ils se sont dotés de grilles d'analyse qui devraient permettre de quantifier un impact environnemental positif en tenant compte du cycle de vie et toute la question du handprint, donc à quel point est-ce que ça permet vraiment de créer du bien-être, de la réduction d'impact environnemental et ainsi de suite. Peut-être toute la littérature sur le handprint, justement, est intéressante autour de ça. Donc, la philosophie du handprint, qui est une approche de Craig Norris qui fait écho au footprint. Donc, footprint, on a une empreinte environnementale. Et puis Greg Norris a réalisé qu'à la fin de tous ses cours d'analyse de cycle de vie, tous ses étudiants étaient désespérés en disant mais alors, ça serait mieux que je ne sois pas là, tout ce que je fais de toute façon va avoir un impact environnemental. Donc il s'est dit c'est important d'avoir un message plus positif et plus par rapport à oui, on a un impact environnemental, mais souvent pour avoir une contrepartie, pour avoir un service, pour avoir une fonction. Et souvent, cette fonction va être très positive. Si je crée du bien-être social, si j'ai des fonctions qui sont essentielles à la société et qui vont réduire les impacts environnementaux, alors quelque part, je rembourse mon footprint par mon handprint. Donc, il y a toute une littérature autour de ça que je vous invite à aller regarder, mais effectivement, il y a quelques produits qui se qualifient pour être considérés comme
créant plus de positif que d'impact. Puis j'aime bien finir là-dessus, sur la notion de handprint. Je pense que c'est important. Parce qu'on peut aussi avoir un impact positif. C'est ça aussi. On peut avoir un impact positif. On peut avoir un impact positif. Moi, j'arrête pas de dire justement à mes étudiants qui sont mon handprint. J'ai l'impression que dans ce que je fais, dans mon enseignement, je transmets des informations, je sème des graines et que les gens à qui je transmets ces connaissances-là vont pouvoir avoir des actes qui vont réduire l'impact environnemental. Donc, quelque part, je rachète mes impacts environnementaux par cette réduction d'impact que provoquent certaines de mes actions. Donc, voilà, c'est une action qui contribue à réduire l'impact environnemental, ce serait l'éducation. Et puis, si la vocation de Cité est de mettre plus de développement durable dans l'enseignement, vous avez un certain handprint qui est de transmettre ces connaissances-là à l'ensemble de la communauté universitaire. C'est un excellent exemple. Merci Cécile, vraiment merci beaucoup d'être venue, d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions. Merci à tout le monde aussi d'avoir participé, à poser vos questions et d'être ici. Et je vous invite vraiment de suivre Cité, mais aussi de nous contacter. Donc, si vous connaissez un intervenant, si vous êtes intéressé de vous impliquer, si vous êtes intéressé de seulement savoir c'est quoi Cité, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi vos idées, si vous avez seulement besoin de discuter, on est là. Donc, suivez-nous sur Facebook, je fais une petite promo, et contactez-nous parce qu'on veut vraiment partager ces moments-là qui sont tellement précieux et mettre de la lumière en fait sur la connaissance. Et encore une fois, merci beaucoup Cécile et à tout le monde. Et prenez soin de vous. Un grand merci à tous. Un grand merci à tous. C'est chouette de vous voir. Au revoir tout le monde et prenez soin de vous. Et merci beaucoup pour l'organisation, Éline et Charles. Merci Cécile.